Bonjour et bienvenue dans ce petit bilan lecture, première partie des lectures de juin, où je vais vous parler de ces 4 romans. Alors j'ai lu Les Roches Rouges d'Olivier Adam, un roman paru en 2020. Leïla et Antoine se sont rencontrés au Pôle emploi en région parisienne et ils entretiennent une relation cachée. Leïla a 21 ans, un enfant de 3 ans, un compagnon violent qui baigne dans des affaires pas très claires et qui la tient sous sa coupe. Antoine, lui, il a 18 ans, il vit chez ses parents, il est en errance, il fume un peu trop de cannabis et on sent qu'il se remet d'un traumatisme. Leïla va fuir son foyer avec son enfant et embarquer Antoine dans son épopée qui les mènera dans le sud de la France. Alors, Olivier Adam, je suis une grande fan depuis toujours, mais là, ça l'a pas franchement fait. J'ai trouvé l'histoire assez prévisible, avec beaucoup de clichés sur la vie des personnages. Et puis surtout, je n'ai pas retrouvé toute cette mélancolie profonde qui caractérise ses écrits. J'ai pas retrouvé la tendresse dont il y est coutumier envers ses personnages, son analyse aussi pertinente sur la vie, tout ce que j'aime d'habitude chez cet auteur. Alors ce roman se lit comme un scénario et c'est conçu vraiment comme un scénario. J'aime pas trop cela dans mes lectures. C'est vraiment une succession d'événements, il y a assez peu de profondeur, d'engagement. Voilà, il y a aussi pas mal de clichés sur les jeunes des cités, ça m'a un petit peu dérangée. Bref, en plus d'un style très différent de celui habituel de l'auteur, j'ai eu l'impression qu'il s'est aventuré dans un monde qui n'est pas le sien, au contraire de ses précédents romans, où d'habitude les problématiques qu'il relate ont été vécues, analysées et superbement sublimées. Même, j'ai pas retrouvé tout ça. Voilà, c'est une petite aventure sympa, mais sans plus, en tout cas, à mon avis. Hop, alors, j'ai lu La vie devant soi de Romain Gary, donc hyper connu, hein, prix Goncourt de 75, que je n'avais jamais lu. J'avais proposé cette lecture dans le cadre du club de lecture que je réalise sur mon blog chaque mois. On est à Belleville, à Paris, donc au début des années 72. Momo est un petit orphelin d'une dizaine d'années. Il vit chez Madame Rosa, à qui il voue un amour inconditionnel. Madame Rosa, c'est une femme juive âgée, une ancienne prostituée qui a connu la déportation. C'est une femme obèse, à la santé physique et psychique très déclinante. Dans son tout petit appartement, Madame Rosa tient une pension clandestine pour les enfants de prostituées. C'est une femme admirable qui fait tout pour sauver, éduquer ses enfants malgré ses tout petits moyens. Elle leur enseigne leur religion respective, car elle sait que c'est important de connaître sa culture pour bien se développer. J'ai adoré ce personnage de Madame Rosa. Alors plus personne ne paye la pension de Momo, mais Madame Rosa le garde tout de même. Elle est attachée à ce petit garçon qui est vif, qui est mature, et on comprendra pourquoi à la fin. Il y a tout un mystère sur les origines de Momo, qui se doute qu'on ne lui dit pas tout le concernant. Madame Rosa a de plus en plus d'absence, elle vit dans la terreur d'être envoyée à l'hôpital, et elle fait promettre à Momo de faire en sorte qu'elle n'y aille jamais. C'est un de ses pires cauchemars, à égalité avec Hitler et avec le cancer. On suit les aventures de Momo, un enfant un peu livré à lui-même, qui raconte sa façon de voir le monde avec ses propres mots, des mots amalgamés, très fantaisistes, très poétiques, souvent très rigolos. J'ai adoré ce style d'écriture, c'était vraiment délicieux, très original. On y rencontre des personnages très hétéroclites, comme un vieux vendeur de tapis philosophe qui ne se déplace jamais sans son Coran ni son livre de Victor Hugo, ou encore un ancien champion de boxe sénégalais reconverti en travesti, une famille de déménageurs haute en couleur, un vieux médecin très humain, tout autant de personnages très originaux et profondément gentils qui veillent sur Momo et sur Madame Rosa. Alors le jour où Madame Rosa ne laisse plus d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital, Momo va s'ingénier à trouver une solution pour tenir sa promesse. C'est absolument magnifique et bouleversant. J'ai adoré cette lecture très humaine, je me suis attachée à ces personnages très touchants. Madame Rosa en particulier, très belle, très digne, une vraie force de vie, d'empathie, d'amour, bien qu'elle ait vécu les pires choses qu'un être humain puisse connaître dans sa vie.
Elle transmettra les bases au petit Momo pour qu'il se développe dans une vie correcte malgré un mauvais départ. C'est vraiment très très beau. J'ai adoré cette lecture. J'ai donc lu la fameuse brodeuse de Winchester, qui est plutôt encensée par la critique et que je n'ai pas du tout aimée. On est en 1932, donc à Winchester en Angleterre. Violette a 38 ans, c'est une vieille fille, entre guillemets. Elle fait partie de ces femmes excédentaires par rapport au taux d'hommes bien ratiboisés par la Première Guerre mondiale. Ces femmes sont considérées comme des parias, car à l'époque, une femme n'accède à un statut que si elle est mariée et mère au foyer. Alors Violette donc n'est pas mariée, sa place aurait pu être acceptable si elle était restée auprès de sa mère, une femme veuve très acariâtre. Mais Violette a choisi de travailler. Elle est dactylo et loue une chambre dans une petite pension de famille pour femmes. Elle manque d'argent pour se nourrir et se vêtir, mais elle tient bon, elle ne cède pas aux pressions familiales. Alors afin de se faire des amis et pour être mieux vue de la société, elle intègre le club de broderie de la cathédrale de Winchester. Elle fait également la rencontre d'un sonneur de cloche, un homme marié et beaucoup plus âgé. Et c'est là que ça a déraillé. Ah, il n'y a pas de résumé. Ok. Hop, la brodeuse. Et c'est là que ça a déraillé pour moi. C'est une profusion de petites aventures affectives, de scènes banales ou anecdotiques, de longues descriptions sur la broderie ou le son des cloches, de dialogues un peu mièvres, tout un ensemble d'éléments qui n'apportent que très peu de choses au propos et qui m'ont fait m'interroger en permanence sur le sens et le but de cette histoire. Enfin bref, je me suis profondément ennuyée, et ce malgré une très jolie écriture, il faut le dire. Les personnages sont fortement caricaturés, leurs petits secrets assez prévisibles, les thématiques abordées sont aguicheuses et vraiment tendance, tout ce que je n'aime pas retrouver dans mes lectures. J'ai eu vraiment l'impression d'un roman écrit sur commande de l'éditeur, avec à placer les thématiques du féminisme, de la guerre, de l'homosexualité et une petite touche de campagne anglaise et de tasse de thé. Violette est un personnage que j'ai trouvé assez peu crédible, sa naïveté ne correspond pas du tout à ses 38 ans et aux événements de vie assez douloureux qu'elle a vécus. Elle m'a vraiment agacée. Bon, je n'ai pas du tout aimé ce roman, voilà. Heureusement, je l'ai lu conjointement avec Lisa de la chaîne Lisa, ce livre, qui était exactement sur le même ressenti et ça nous a permis de vraiment bien rigoler. C'était finalement une lecture très sympa pour cette raison. Et puis, pour terminer ce bilan lecture, j'ai lu L'Annonce de Marie-Hélène Lafon, donc un très court roman qui est paru en 2009. Alors de Marie-Hélène Lafon, j'avais beaucoup aimé Histoire du fils, qui avait obtenu le prix Renaudot l'an dernier, et je m'étais promis de découvrir d'autres titres de cet auteur dont j'avais beaucoup aimé la plume, très très particulière comme plume, et surtout sa façon de nous raconter des histoires. Alors ce roman raconte la rencontre de deux êtres plutôt opposés, un gars de la campagne, une citadine, tous deux en quête de douceur dans leur vie. Alors Paul, il a 46 ans, il a toujours vécu dans un village retiré du Cantal où il travaille comme un fou pour tenir sa ferme. Il a une vie rude, solitaire, très régulière. Il est entouré de deux oncles octogénaires et d'une sœur revêche qui tient la maisonnée. C'est une famille assez rude où on ne se parle pas. Paul est un homme profondément gentil, réfléchi, il cherche le partage, la douceur. Il passera une petite annonce dans le Chasseur français, c'est ça, une petite annonce pour rencontrer une femme. Et puis Annette, 37 ans, elle est du nord de la France. Elle vient de quitter son mari alcoolique et violent, et pour préserver Éric, son petit garçon, de ses origines affreuses et de la réputation de son père qui pourrait le suivre, elle veut quitter la région. C'est une femme simple, très effacée, habituée à composer avec ce que la vie lui donne, mais déterminée comme jamais à sauver son fils. Annette tombera sur la petite annonce passée par Paul dans Le Chasseur français et que lisent les oncles de Paul, et elle répondra à cette petite annonce. Alors dans un style simple et brut, assez exigeant par ses très longues phrases et son lexique assez souvent désuet, j'adore son écriture,
Marie-Hélène Lafont nous raconte la rencontre et la naissance de ce couple qui est assez improbable. Elle nous raconte l'arrivée d'une étrangère au village, les remous dans la famille de Paul, la sécurité progressivement retrouvée du petit Éric, les habitudes qui se développent chez le couple, les réassurances, les médisances aussi, l'attachement qui se crée dans le couple, les espoirs, pourquoi pas l'amour. C'est la vie, la vraie vie simple, sans fioritures que nous raconte l'auteur. Il n'y a rien de grandiose, c'est juste la vie et le courage qu'il faut parfois pour la remanier. C'est très humain, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et voilà pour la première partie de mes lectures de juin. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous en commentaire. À bientôt!